info. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 2 novembre 2018. Nous sommes donc à 2 jours du départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Ce soir, j'ai le privilège de vous proposer un club sport exceptionnel. C'est un club nautique complet que je vais vous proposer avec un invité de marque. Il s'agit de Kenny Piperol. C'était un peu celui dont on attendait une grande performance sur la route du Rhum, mais sagement, il a décidé de remettre ça à plus tard. Bonsoir Kenny. Bonsoir Ronnie. Il y a également Monsieur Harry Méfond. Alors il a tellement de titres que je vais me limiter au directeur des sports de la région. Bonsoir Harry. Bonsoir René. Alors Kenny, première question pour toi. Tu as décidé sagement, comme je le disais tout à l'heure, de passer ton tour pour cette route du Rhum 2018. C'est sûr qu'en 2022 tu y seras? Oui, c'est sûr, c'est l'objectif que je me suis fixé. Après, effectivement, l'année dernière, j'avais dit que je la ferais en 2018. Après, on sait bien que les personnes les plus intelligentes reviennent parfois sur leurs décisions. Et aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. Je suis content d'être là à encourager les skippers guadeloupéens et tout le monde pour cette magnifique route du Rhum 2018. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des Guadeloupéens le cru guadeloupéen, ils sont 8 à battre pavillon guadeloupéen. Alors, Damien Seguin, Thibaut Rochel-Camus, David Ducosson, Luc Coquelin, qu'on ne présente plus, qui n'a pas raté une édition depuis 20 ans, faut-il encore le rappeler. Carl Chipotel, dont ce sera la première participation à la route du Rhum. Tu as également Dominique Rivard, qu'on connaît comme le loup blanc du côté de Marie-Galante, oui. Rodolphe Sefo, et puis Willy Bissant. Qu'est-ce que tu en penses de ces garçons? Quel est ton sentiment? Pour les avoir côtoyés pour certains à Lorient, donc surtout Karl, j'ai vu Rodolphe aussi, Willy qui sont passés à Lorient s'entraîner. Pour moi, je pense que c'est vraiment bien qu'on ait autant de Guadeloupéens sur le départ de la route du Rhum. Faut vraiment, dans un message en tout cas, d'attirer les Guadeloupéens vers la mer. Je pense que c'est bien. Et puis ils ont tous des projets différents, des façons de voir les choses différentes. Donc je pense qu'ils pourront toucher un plus large public, guadeloupéen en tout cas, et je leur espère en tout cas d'arriver de l'autre côté et bien placés. Dans leurs classes respectives, alors qui selon toi peut faire quelque chose? On a beaucoup parlé de Thibaut avec son bateau tout neuf, son multi 50 et vraiment le bonhomme est vraiment bien, donc je pense que Thibaut a ses chances en multi 50 en tout cas, ouais, je pense. Et Willy, Willy qui a aussi un projet performance. Je pense que en tout cas j'ai vu sa préparation en tout cas a été vraiment millimétrée. Il a vraiment mis les choses de son côté, je pense. Donc j'espère en tout cas qu'il pourra faire ce qu'il a prévu en tout cas, c'est-à-dire faire un podium ou la victoire, comme il l'a dit. La route du Rhum ou faire une course au large d'une manière générale, oui. Ce n'est pas qu'un homme, mais ce n'est pas qu'un bateau, c'est vraiment une alchimie entre l'homme et le bateau. Exactement, et c'est ce qui fait la magie pour moi de notre sport, puisque c'est pas juste le bonhomme ou par exemple comme on verrait dans d'autres disciplines où par exemple je sais pas moi, si on prend l'athlétisme par exemple, c'est vraiment préparation physique, bonhomme. On n'a pas l'aspect technique et l'aspect comment dire ça. Nous on a vraiment des bateaux, donc ce sont des comment on dit ça, des sports mécaniques, voilà, des sports mécaniques. Et donc il y a la mécanique bien sûr humaine, il y a la mécanique du bateau, donc préparation et aussi la partie chance bien sûr contre les éléments. Et je crois qu'effectivement ils n'auront pas forcément du beau temps pendant toute la première partie de course, donc voilà. Kenny, est-ce qu'on peut dire que la mer rend les gens plus matures? Enfin, c'est le sentiment que j'ai en t'écoutant, puisque je me rappelle des premières interviews que tu nous as données, et je te revois aujourd'hui quelques temps après. Je trouve que tu as gagné en maturité, en sérénité également. Est-ce que c'est le fait d'être un marin aguerri qui te donne ce coffre-là aujourd'hui? Aguerri, je sais pas, avec plus d'expérience, c'est sûr. En tout cas, plus aguerri que les années précédentes, oui. Voilà, je continue à apprendre, et puis effectivement, l'expérience que j'ai pu acquérir ces dernières années m'ont permis d'acquérir en maturité et d'être plus serein sur mes choix en tout cas. Oui.
Oui. Oui. Donc tu as gagné en maturité. Oui, j'ai gagné en maturité. Tu as gagné en maturité. Merci à toi, Kenyan. Alors que je t'ai vu un brin troublé, on l'a senti. Il a senti le vent de Jean Forbin arriver dans ce studio. Bonsoir, Jean. Bonjour à tous. Oh, ça va? Très bien, très bien. La traversée a été bonne? Très bonne traversée, puisqu'on est mieux que sur l'eau. Légère, c'est encore mieux. Alors, les marins, maintenant, ils sont devenus des pilotes maintenant. Ah bah, bien sûr, on a justement, on devait en parler, Kenny, justement, ces Formule 1 des mers, là, ces 6 ultimes, là, qui, ben, ce sont des avions de chasse. Ah bah c'est vrai qu'ils font rêver, hein. C'est des bateaux maintenant qui volent, donc qui ont des foils. Ça va être une première route du Rhum où il y aura vraiment des bateaux volants. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur une transatlantique, quoi. Et notamment le Maxi Edmond de Rothschild qui m'a le plus impressionné, en tout cas des six ultimes. Justement, Sébastien Josse qui me confiait que c'est vrai que son bateau est très performant, mais en même temps, si les conditions de mer sont un peu musclées, un Thomas Coville a peut-être plus de chance que lui ou encore que Banque Populaire et Armel Lecléache, parce que il y a aussi cette expérience qu'il y a entre le bateau et l'homme. Thomas navigue depuis plus longtemps avec son bateau que... C'est vrai? À ce qui paraît, effectivement, son bateau est beaucoup plus à l'aise dans du vent fort. Après, maintenant, ils ont ajouté des paramètres supplémentaires, donc les foils. Donc, il va falloir voler. On ne peut pas voler dans n'importe quelle condition. On ne peut pas voler tout le temps. Donc, il faudra vraiment trouver les bonnes phases où faire voler le bateau, je pense, et aller plus vite, parce que plus tu retires de la surface dans l'eau et plus tu vas vite. Ah, bien évidemment. Jean, tu les as vus, ces bateaux, depuis ton arrivée ici à Saint-Malo. J'imagine que toi aussi, tu as été impressionné déjà par l'imposante carrure de ces mastodontes, mais également tout ce qu'on dit de ces bateaux qui vont carrément voler sur l'eau. Mais oui, je les suis depuis un bon bout de temps, puisque je suis l'évolution de tous les maxis. Aujourd'hui, c'est vrai que les conditions vont être primordiales pour les concurrents, parce que chacun nous donne leur chance dans les conditions qu'ils affectionnent. Par exemple, les anciens comme Solebo ou alors IDEC, s'il y a de fortes conditions, ils ont plus de chances d'arriver en Guadeloupe, surtout d'arriver. Parce que les nouveaux, comme de Rothschild, c'est un bateau qui est, à mon avis, le plus rapide, mais le plus fragile. Par son poids, sa taille et son poids, puisqu'il porte 600 mètres carrés autant que Banque Populaire, et qu'il y a 1,5 tonne de moins. C'est important, 1 tonne à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il gagne ce poids-là quelque part. Ça peut être en fragilité sur les feuilles, ça peut être sur les coques. Espérons que tous ils arrivent en Guadeloupe, parce que les voir à Saint-Malo, ça serait bien de voir tous les bateaux qui arrivent en Guadeloupe, puisque si la moitié arrive, et c'est pas pour le spectacle, c'est bien, parce que je pense que Thomas Coville serait content, c'est de grosses conditions, mais voir tous les bateaux arriver en Guadeloupe, ça serait bien pour tout le public guadeloupéen. Exactement, 123 bateaux quand même, il faut le rappeler au départ, une flotte de 123 bateaux, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Mais je pense que là, la route du Rhum a pris une autre dimension, et chaque 4 ans ça augmente, de plus en plus on verra plus de concurrents, parce que là aussi on voit, ils vont créer une nouvelle catégorie encore, les croisiéristes qui veulent faire traverser leur bateau. Ils profitent des conditions de la sécurité de la route du Rhum pour traverser, puisqu'ils ont des katas qui n'ont, à mon avis, ils n'ont pas de chance de voir l'arrivée avant 1 mois et demi, mais ils prennent le départ à travers la route du Rhum. Au moins ça, ils seront suivis par la sécurité et ils seront aux Antilles. C'est vrai que c'est une course qui attire, la route du Rhum, c'est celle qui fait rêver le plus? Oui, je pense. C'est déjà pour pas faire de rappel en tout cas, mais l'arrivée mythique entre Michel Malinowski et Mike Birch, c'est vraiment resté dans les mémoires, et à partir de là, il y a eu des grands noms et des habitués comme Loïc Perron, Philippe Poupon, enfin tous les grands marins sont passés par cette course-là, et je pense qu'après le Vendée Globe, la route du Rhum a une très belle deuxième position, je pense, et c'est bien pour nous. C'est vrai que c'est une espèce de course à l'armement, hein, puisque dès que le Vendée Globe monte d'un cran, la route du Rhum essaye de monter d'un voire 2 crans. On sent vraiment la compétition entre ces deux grandes épreuves. Oui, effectivement, et surtout cette année, je pense qu'en la classe la plus représentée, en tout cas la classe 40, où il y aura vraiment un match pas possible, quoi, et les nouvelles machines qui font le Vendée Globe,
qui viennent s'essayer à une transat comme par exemple Charal, Nouvelle Imoca, qui prépare le Vendée Globe. Et je pense que c'est bien pour eux parce que ça leur permet de vraiment essayer leur machine en conditions réelles et contre les copains avec lesquels ils vont faire le tour du globe dans 2 ans bientôt. Alors, si Kenny Piperol affirme ce soir qu'il sera au départ de la Route du Rhum en 2022, lui, il sera dans quelle classe? Chez les Ultimes, pourquoi pas? Un gros projet guadeloupéen avec un Kenny Piperol capable de gagner la Route du Rhum sur un gros ultime. Ah bah oui, moi tout est possible, hein, tout est possible. Il suffit juste d'avoir le temps, les moyens et. On a 4 ans pour se préparer. Mais c'est dès maintenant. L'Argentine est juste à côté de vous, justement. On va lui poser la question. Pourquoi pas un ultime région Guadeloupe en 2022, Harry Méfond? C'est tout le malheur qu'on peut souhaiter, oui. Faut effectivement penser grand, penser dans ces genres d'ambition que les Guadeloupéens aussi doivent aller conquérir le Graal ultime, justement. Je crois que c'est aussi, ça fait partie effectivement de nos ambitions, enfin, des ambitions sportives, c'est-à-dire quelque part, ne fixons aucune limite aux Guadeloupéens dans leur participation à ce genre d'événements, style d'événements internationaux, dans lequel effectivement on doit normalement prendre part à ce défi, cette course dans les meilleures conditions pour aller effectivement au plus haut niveau. Ça c'est l'ambition effectivement de la région, de l'équipe régionale. Ouais. La région justement qui a fortement accompagné les skippers guadeloupéens et tous autant qu'ils sont, sans distinction particulière. Oui, il y a eu une volonté d'accompagner 5 skippers, tout en sachant aussi que nous sommes aussi vigilants vers les autres skippers qui sont là. Donc c'est vraiment une volonté de donner aux sportifs guadeloupéens cet accompagnement que nous faisons. C'est l'occasion aussi, la Route du Rhum était l'occasion aussi de promotionner aussi la jeunesse à travers Rodolphe Sefo. On attendait effectivement Kenny Piperol. Effectivement, nous sommes assez attentifs à ces nouveaux arrivants, effectivement, et aussi surtout pour les accompagner. C'est pas seulement dire faire un coup, les accompagner à plus long terme, les suivre et aussi accompagner les projets qui sont des projets individuels certes, mais aussi des projets qui ont beaucoup de conséquences sur le pays, enfin sur la Guadeloupe. Et c'est vrai que pendant presque plus d'1 mois, on va entendre presque de manière quotidienne, tant en niveau télé, en niveau image, au niveau des réseaux sociaux, le nom de la Guadeloupe. Et ce qui est important de bien montrer que dans les esprits, que la Guadeloupe reste quand même une destination, mais surtout un focus sur un événement sportif parmi les plus grands événements internationaux. C'est aussi une volonté très très forte de dire effectivement que ce pays est capable de recevoir de grands événements de ce type-là. Dans votre projet politique de croissance bleue, il y a une forte place que vous accordez à ce monde, à cet environnement maritime qui nous entoure. Guadeloupe, terre de champions, ce sera également, vous avez envie également que ce soit terre de champions, mais en matière justement nautique? Il n'y a pas de limite. Je crois que le sport guadeloupéen a bien montré que tout ce que les Guadeloupéens ont touché, ils ont excellé dedans, que ce soit peut-être aussi des disciplines auxquelles on n'est pas forcément attendu. Je parle du judo, je parle du tennis, mais dont nous sommes dans la voile, et de l'escrime. Donc il faut bien savoir qu'en moins de 100 ans, les Guadeloupéens ont tout gagné au niveau des plus grands trophées. Donc c'est une construction qui s'est faite au niveau historique, socio-historique. La Guadeloupe se situe dans cette logique, cette dynamique. Mais aussi autour de la croissance bleue, c'est bien montré aussi que nous avons un archipel, nous sommes un archipel, nous avons quand même des potentialités au niveau de la mer qu'il faut exploiter. Si effectivement, nous avons parlé de l'arrivée de la Route du Rhum, mais il y a tout un travail aussi autour des métiers, les métiers de la mer. Je crois que Jean est bien placé pour le voir. Je crois aussi que nous allons aussi faire une course retour, le défi atlantique, c'est-à-dire si on vient en Guadeloupe à travers la Route du Rhum, beaucoup de bateaux aussi seront amenés à retourner. Donc on va faire un départ de la Guadeloupe et bien montrer aussi qu'à travers les potentialités qui sont au niveau de l'archipel, qui sont quand même l'une des îles, enfin l'une des archipels d'îles qui présentent les plus grandes caractéristiques, je parle au niveau de la Caraïbe, et faire réellement une sorte de hub, un hub nautique
dans lequel les bateaux pourront venir être réparés. Il y a tout ensemble de la construction navale, de la réparation, construction, il y a tout ensemble de métiers qui sont encore à décliner. Je dirais que c'est bien les métiers de demain sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, et aussi tout un ensemble de politiques qui sont au niveau des politiques publiques, au niveau de la mer, l'aménagement des bases nautiques, l'aménagement du littoral, et aussi à travers tout ce que ça peut générer aussi en termes d'économie, cette fameuse économie bleue que vous voyez, qui sont donc, c'est vraiment un projet ambitieux autour du sport, qui font partie autour du sport. Il y a quand même beaucoup d'opportunités sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir, et nous sommes en train de mettre les bases. Et la route du Rhum est une opportunité relativement forte pour pouvoir vraiment cibler ce secteur qui reste certes dont on parle tous les 4 ans, mais c'est vrai que tous les 4 ans, ce n'est pas en parler tous les 4 ans, mais c'est en faire quelque chose tout autour. Alors, mercredi dernier, c'était le 31 octobre, messieurs, et je ne me suis pas déguisé en citrouille, mais je suis allé sur les pontons. Thibaut Vauchel-Camus organisait justement une espèce de rencontre avec tous les skippers guadeloupéens. Il a même fait débouler le groupe Nation Anègue-Marron. Il m'a dit que son souhait, ce serait que tous les Guadeloupéens se jettent à l'eau. Alors, aillent se baigner à la mer, aillent nager, aillent faire du bateau. Est-ce que vous, Jean, et vous, Kenny, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une évolution des mœurs à ce niveau-là? Est-ce que les Guadeloupéens sont plus sujets à aller justement vers cet environnement marin? Je prenais la parole avant Kenny, puisque je suis du métier. Je peux vous confirmer vraiment que depuis quelques années, puisque c'est mon métier, je suis constructeur de bateaux. Quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, quand je voyais 10 clients dans la semaine, c'est regrettant de le dire, mais 10 plaisanciers, j'en voyais 9 étrangers, pour ne pas dire, et un Guadeloupéen. Aujourd'hui, le Guadeloupéen, depuis l'effet scooter de mer à démarrer à Guadeloupe, on a eu un boom, on navigue maintenant, mais je trouve encore pas assez. Pourquoi je dis pas assez? Puisque je prends tout l'exemple sur la famille Forbin, puisque quand on a fait de la voile, 8 enfants de la famille, les 8, on a fait de la voile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les écoles de voile étaient gratuites. Quand je dis gratuites, il y avait 2 écoles de voile en Guadeloupe, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, on payait quoi? Allez, 15, 20 euros, 20 francs par mois pour naviguer. Mon père a 8 enfants, les 8 étaient à l'école de voile. Aujourd'hui, si ton enfant, tu n'as pas les moyens de faire naviguer un enfant, il ne fera pas de voile en Guadeloupe. Ça, c'est dommage, puisque je trouve que le nombre de bases de voile qu'on a, il faut payer très cher. Si tu ne peux pas t'acheter un bateau pour un enfant qui a 8 ans, 4 000 euros, il ne va pas faire de l'optimisme. Ça, c'est dommage. Ça, je le dis et je le redis encore. Il faut que les clubs de voile arrivent à faire comme dans le temps, à faire naviguer les enfants à moindre coût, et on aura encore plus de Guadeloupéens sur l'eau. Kenny? Oui, en fait, après, ça fait pas très longtemps non plus que je suis, on va dire, dans le milieu, mais effectivement, moi, en tout cas, dans mon entourage, j'ai constaté vraiment qu'il y a déjà un réel intérêt pour, en tout cas, ce que je fais et pour la mer. Après, je sais qu'il y a un certain nombre de la population qui ne sait pas nager non plus, donc effectivement, ça n'aide pas non plus à aller vers la mer. Vous en avez au moins un à côté de vous, c'est moi. Et j'habite en Bertrand. C'est bien de le reconnaître. Je le rappelle, j'habite en Bertrand, je suis entouré d'eau, mais je suis un plomb, un vrai plomb. Mais je vais apprendre. Il n'est jamais trop tard. Bah oui. Voilà. Mais je pense que ne serait-ce que commencer par là. Moi, j'ai commencé par la natation. Mes parents m'ont inscrit à la natation pour apprendre à nager tout simplement. Et effectivement, j'ai commencé la voile par hasard aussi. Mais le fait d'avoir déjà ce petit bagage de natation, ça m'a permis de continuer par la suite et de faire ce que je fais maintenant. Donc, c'est en fait la natation qui vous a donné envie de naviguer. Oui, on va dire ça cet élément déclencheur, je pense. Et effectivement, comme disait Monsieur Forbin, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens. Moi non plus, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un Optimis 4 000 € pour pouvoir faire de la régate. Et donc, moi, ce que je faisais, il y avait des régates en voile traditionnelle. Et donc, je venais avec mon sac, mon short de bain, mon gilet, et j'allais voir tout le monde pour leur demander s'ils n'avaient pas besoin d'équipier volant. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai eu des opportunités, j'ai fait de bonnes rencontres, et je suis rentré à Guadeloupe Grand Large, et puis voilà quoi. Donc je pense que le fait de pourquoi pas faire de la natation, c'est déjà quelque chose. Ça coûte pas des milliers, des cents, je pense, et ça peut déjà faire changer la donne. Guadeloupe Grand Large, c'est une vraie bonne école. Ah bah oui, pour moi, c'est à Guadeloupe Grand Large que j'ai appris à vraiment faire de la course au large. Juste avant, j'étais quand même au club au CSBF et je faisais du kata donc le week-end.
Donc en dehors de mes études, donc j'étais à l'internat, ça n'a pas été simple pour moi de naviguer tout de suite. Et effectivement, une fois que je suis rentré à Guadeloupe Grand Large, j'ai vraiment navigué tout le temps et on a tout appris, quoi. Donc déjà, quand tu rentres à Guadeloupe Grand Large, faut pas t'attendre à aller faire, on va dire, le kéké sur l'eau avec ton Figaro. On est arrivé, les bateaux étaient hors de l'eau, il fallait poncer, faire la carène, faire des reprises de gel-cote, tout l'aspect technique. On a tout appris, faire des épissures, entretenir un moteur, faire une vidange, changer des filtres. On a tout appris. Vraiment, ils nous ont pris comme si on savait rien faire. Et on nous a tout appris, et c'est ce qui me permet, en tout cas, c'est aussi grâce à ça que maintenant je peux, avec le peu de moyens que j'ai à Lorient pour entretenir mon bateau, ça me permet de faire des économies, on va dire, puisque je sais tout faire à bord de mon bateau. Alors, en fait, on n'a rien à envier aux grandes écoles de Bretagne, du coup, aux écoles de voile de Bretagne. Si, quand même. Le fait de non, on a toujours à envier, puisque on est toujours perfectible. Oui, et c'est pour ça que je suis à Lorient aujourd'hui et que je m'entraîne avec Tanguy Le Glatin, qui est l'un des meilleurs entraîneurs. Donc c'est lui qui entraîne les classes 40, les IMOCA, certains IMOCA qui sont au départ de la route du Rhum. On a des intervenants comme Christian Dumas en météo. Avec le pôle Lorient Grand Large, on a un aspect préparation physique. Donc on a des coachs qui nous suivent, et notamment Stéphane Elliott, donc le préparateur de Jérémy Bayou, qui est sur Charal. Donc on bénéficie quand même des meilleurs coachs, et je pense qu'on peut tirer profit de ça, et pas faire la même chose en Guadeloupe, mais adapter ce qu'on fait et réfléchir là-dessus, et pourquoi pas effectivement avec la région Guadeloupe mettre en place de belles choses pour faire émerger des... Oui, et pourquoi pas se servir de ce benchmark également, puisque voilà. Si on a un modèle... Il y a un projet de revoir tout le Guadeloupe Grand Large, puisque effectivement on est en train de repenser un peu le système, le modèle de Guadeloupe Grand Large qui a eu la chance d'exister et qui est en train de voir, c'est dans les plans de revoir cela, et aussi de proposer. Alors je voudrais quand même revenir sur les aspects des coûts des pratiques. C'est vraiment un problème au niveau d'une pratique, puisque c'est quand même des pratiques qui sont assez onéreuses, et nous sommes en train de réfléchir vraiment sur les coûts du pratique de manière générale, que ce soit pour le nautisme de forme. Effectivement, il y a une problématique en Guadeloupe sur les coûts des pratiques, c'est-à-dire combien ça coûte et combien ça coûte à l'usager. C'est aussi, on ne peut pas non plus faire passer sous silence ces aspects, même si on veut le populariser. Il y a des pratiques qui sont des pratiques qui coûtent cher, mais sur lesquelles effectivement on a pu voir avec des expériences de pointoises, même bastériennes, puisque moi je me rappelle même du club de Basse-Terre, où il y avait des possibilités, et comme par hasard 50 ans après, il y a quand même, on peut s'interroger même sur les politiques publiques. Réellement, c'était des clubs municipaux, je crois que le club de Pointe-à-Pitre, et il faut quand même s'interroger aussi aux politiques publiques à ce niveau-là. Nous réfléchissons dessus, puisque c'est vraiment un cas qui est énorme. Je reviendrai encore sur Kenny Perrol, il avait oublié de se faire un petit intermède d'un athlète qui a fait un peu d'athlétisme, ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est vrai. Très très bien. Mais effectivement, c'est tout cet aspect aussi éducatif que doit aussi jouer aussi l'école en tant que telle, l'école avec un grand E, pour donner à disposition. Il y a des dispositifs que nous menons, puisque nous contribuons à amener mais il y a aussi la formation de base, effectivement, que les Guadeloupéens doivent se former aussi. Je suis de ceux aussi qui pensent aussi que nos jeunes doivent aussi aller vers aussi les grandes écoles d'ingénieurs, parce que quand on voit aussi la sociologie, des grands ultimes sont des ingénieurs qui pilotent des machines. Là, il faut aussi penser à tout ça. Donc il y a une réflexion à porter sur laquelle nous sommes dessus. Il y a des bases nautiques aussi à réactiver, ou encore à actionner, ou à faire fonctionner. Nous sommes dessus. Les mettre aussi en réseau, c'est-à-dire quelque part, alors quand je parle de réseau, c'est des réseaux intra-Guadeloupe, et aussi essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut voir aussi à travers des structures hors département, voir un peu comment on peut rentrer à réseau, parce que je pense qu'il peut se faire en Guadeloupe ne pas forcément à faire à Lorient. Je crois qu'il y a des complémentarités à faire, et aussi à avoir des partenariats. C'est vraiment la réflexion qui est apportée. Donc on ne pourra pas faire
tout seul, on pourra faire ensemble, d'autant plus que nous avons des jeunes qui sont là, qui sont prêts, qui ont une expérience sur laquelle nous devrons profiter, mais aussi il faudrait aussi que les experts aussi viennent aussi venir chez nous aussi, donner et transmettre à nos jeunes, et qu'il ne reste pas seulement que le voyage ne va pas dans un sens. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que la destination Saint-Malo, Pointe-à-Pitre est une destination, et aussi il faut qu'il y ait des échanges se fassent dans les deux sens, pas seulement qu'en course, mais aussi en échange de formation, technologie, technique, dont on a besoin. C'est aussi des questions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir à travers nos jeunes que nous en suivons. Alors messieurs, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois. Toutes les communes de Guadeloupe ou presque ont une face maritime. On est d'accord, Jean? Pratiquement. Tout à fait. À part Saint-Claude. À part Saint-Claude. Comment expliquer qu'il n'y ait pas de... Voilà, justement, dans ce plan de développement du nautisme en Guadeloupe, il faudrait déjà emmener des bases nautiques pratiquement dans toutes les communes, ou aider les communes, ou que les communes même prennent l'initiative de créer des bases nautiques, puisque aujourd'hui on a vu que dans ce milieu, il y a effectivement ceux qui naviguent, mais il y a également sur un bateau, avant le départ de la route du Rhum dimanche, moi je vois les bateaux, il y a effectivement le skipper, mais il y a tout un tas de personnes qui naviguent autour, qui montent sur le bateau, qui font des choses. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie filière qui est possible dans ce secteur d'activité. Il faudrait peut-être aussi commencer par là, Jean. Tout à fait, puisque comme on dit le président, le directeur, il n'est pas encore président, voilà, ça viendra. Mais le monde bleu n'appartient pas qu'à ceux qui naviguent. Autour du navigant, il y a une personne qui navigue. Aujourd'hui, par exemple, sur Charal, je pense à la préparation de Charal, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet en permanence. Ça veut dire qu'il y a d'autres corps de métier qui font autour du métier, autour du navigateur pour préparer le bateau. Par exemple, c'est vrai que Ronnie, tout à l'heure, tu reviens sur ce que tu dis, en Guadeloupe, on peut pas, c'est pas la peine d'avoir une base, un club de voile pour chaque commune. Je pense qu'on a des plans d'eau adaptés, par exemple, pour l'aviron. On a des plans d'eau adaptés pour la navigation à la voile. Il faut utiliser les plans d'eau à bon escient. Moi, je prends un exemple qui me choque. Je vois à Marie-Galante, je vois trois communes, 3 bases de voile à Marie-Galante. Il y a un vrai plan d'eau pour naviguer à la voile à Marie-Galante. Ça sert à quoi? Je vois qu'il y a 3 ans maintenant que la base est finie, terminée, à Cap-Esther de Marie-Galante. La base est fermée. Pourquoi? Le plan d'eau est impraticable. Mais avant de faire la base, on peut réfléchir à savoir qu'à Cap-Esther de Marie-Galante, on ne peut pas faire de la voile. On peut faire du kitesurf, mais on ne peut pas naviguer sur une Saint-Oise à Cap-Esther. On a Saint-Louis qui a un plan d'eau magnifique. On peut tout faire. Mais à 10 km avant l'oiseau, on fait Cap-Esther Saint-Louis. Faisons une seule grande base à Saint-Louis et réunifions toutes les communes sur la base de voile. Cap-Esther-Marie-Galante, faisons un terrain de foot. Moi, je vois que la communauté des communes, normalement, ça devrait servir à ça, à mon avis. Sur le plan d'eau du Gosier, ça fait 30 ans qu'on en parle. Une vraie base de voile à Grand B à l'époque. À l'époque, il parlait déjà d'une base de voile à Grand B, mais c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. Moi, je serai proche de la retraite de la voile et je vois encore qu'il y a des plans d'eau qui sont inexploités. Par exemple, la Côte sur le Vent, l'aviron se développe maintenant en Guadeloupe, mais on a un plan d'eau idéal pour l'aviron, la Côte sur le Vent. Faisons des clubs de voile à l'aviron, à la Côte sur le Vent. Les marins de la route du Rhum, tous les grands marins, il n'y en a aucun qui prend le départ de la route du Rhum et qui accepte de faire la Côte sur le Vent. Tous, leur plus gros problème, c'est pas de traverser l'Atlantique, c'est de passer de DE à Basse-Terre. S'ils pouvaient ne pas le faire, tous ils ont voté à l'unanimité aujourd'hui, on fait l'arrivée par la Désirade. Mais non, la Guadeloupe, c'est la Côte sur le Vent aussi, il faut la faire. Mais on l'a fait une fois, mais faire une formation de voile, un endroit où il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, le bateau navigue avec de l'air. Je pense qu'il y a un gros projet, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut discuter avec les gens qui connaissent, les gens qui pratiquent, les gens qui, je ne sais pas moi, mais c'est pas tout de dire on va faire une base de voile dans chaque commune, donc ça ne sortira pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de navigants performants qu'il y a 30 ans. Tous les anciens qui ont fait la route du Rhum, du genre Philippe Fiston, Victor Jean-Noël, Claude Tellier, tous ils sont passés par les anciens clubs de voile, CSV Pointe-à-Pitre, la ville de Pointe-à-Pitre, c'était la commune de Pointe-à-Pitre. Et alors Basse-Terre, voilà Basse-Terre. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que ces communes-là, ils n'étaient pas dotés de beaucoup de matériel. Mais moi, je prends mon exemple surtout parce qu'à Pointe-à-Pitre, pourtant je suis du métier maritime, mais j'ai appris à éclater un rivet pop à la base de voile. Comme tu viens de dire, Kenny, tout à l'heure, le bateau, on ne peut pas naviguer avec un bateau comme ça tous les jours, à l'utiliser sans le réparer. Il faut apprendre à réparer ton bateau toi-même, puisque quand tu es en plein océan, tu as un souci,
Il faut faire ta résine toi-même. Tu ne vas pas appeler de secours, vous me réparer un bateau, je suis à 100 000 nautiques. Mais non, il faut tout faire soi-même. Et ça, dans la formation du grand large, c'est compris, il y a un volet réparation, le volet entretien de tout matériel. Oui, tout ça fait partie de la navigation, quoi. Il est corps de métier, mais à toi seul, tu vas réunir au moins 5 différents métiers sur l'eau. C'est ça le vrai marin. Quand je vois Michel Desjoyeux, l'autre fois il était en panne, il passait par ce bateau rapidement en Guadeloupe et repartir à la Transat Québec, la Jacques Vabre, voilà. Il peut réparer en Guadeloupe parce qu'on lui envoie du matériel, mais il l'a réparé lui-même. Pourtant, quand Michel Desjoyeux te dit, mais non, c'est pas lui qui répare le bateau, eh bien oui, il répare son bateau lui-même, ça. C'est ça la réalité du marin. Le marin doit savoir faire soi-même, quoi. Alors, Harry, Méfond, dites-moi, là, il y a une vraie idée qui a émergé avec ma question de tout à l'heure. C'est vrai que j'ai parlé de base nautique partout, mais en même temps, oui, on peut avoir du canoë-kayak par là, de l'aviron, de la voile, du kitesurf, on peut toutes sortes de sports. Mais c'est peut-être maintenant qu'il faut mutualiser les moyens, travailler avec les communautés d'agglomération pour que justement qu'il y ait une espèce d'équilibre sur le territoire et que chaque sport nautique puisse se retrouver sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Tout d'abord, on est en train d'élaborer un schéma directeur des équipements sportifs dans lequel les bases nautiques ne feront compris autour du nautisme. Il y aura c'est vrai que l'idée de dire que on ne pourra pas faire des équipements pour toutes les communes, il faudrait quand même qu'on réfléchisse d'abord ce qu'on veut, ou encore ce que je dis, ce qu'on ne veut pas, ou encore surtout qu'on ne veut plus. Parce que les exemples, on a beaucoup d'exemples. La Guadeloupe est un exemple, de talents tués, de talents gâchés et des erreurs à ne plus faire sur lesquelles on doit aussi se servir d'expérience. On a l'expérience, on a des hommes d'expérience. L'argent public un peu jeté par la fenêtre aussi un peu, des fois. Enfin, vous n'allez pas le dire, mais je le dis. C'est pas grave. Mais on ne peut plus se permettre de jeter de l'argent public puisque nous sommes vraiment soumis à des contraintes et des tensions budgétaires énormes et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le sport et la culture et on ne peut plus se permettre, mais on doit quand même avancer et répondre aux demandes, d'autant plus qu'elles sont puissantes, elles se font sentir et qui sont nécessaires. Donc cette réflexion est en train d'être faite. C'est vrai qu'il y a quand même il y a un maître mot que nous disons, il y a l'aspect de réseau, mettre les équipements en réseau, notamment des structures maritimes et bateautiques en réseau, en sachant effectivement ce que l'un peut faire, l'autre ne peut pas le faire, mais effectivement que les choses ne soient pas effectivement les unes contre les autres, mais réellement qu'on fasse avec et surtout ensemble. C'est aussi la notion de co-construction, mais aussi qu'elle réponde aussi à une demande bien ciblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on passe au gilet de mode, si aujourd'hui on a 500 000 euros, allez hop, on va faire une base, mais elle doit répondre à une demande, je dirais, bien établie, bien identifiée, et qui correspond aussi avec, je vous rappelle, des indicateurs de performance, en sachant effectivement qu'elles doivent aussi répondre à des demandes bien précises, mais surtout à des projets bien précis. On ne peut plus se permettre maintenant de faire des choses pour les faire, pour se dire, allez hop, en se Bertrand, puis autre commune, il n'y en a pas, on va faire un parce que c'est beau, il y a de l'eau. Il faut maintenant que ça a changé. Et ça a réellement changé, puisqu'on ne fait plus ce genre de choses, puisque d'abord, il y a, je le répète encore, un schéma directeur des équipements sportifs qui est en place. Et là-dedans, il y a toute une réflexion à porter sur quel type d'équipement, à quoi ça sert, à qui ça sert, le coût des pratiques. Il y a un ensemble de paramètres qui sont en train de mettre en place, et on ne peut plus se permettre de utiliser d'argent public sans qu'il y ait réellement de la résonance, mais aussi vraiment des effets énormes sur la pratique. Et là, nous avons des challenges, nous avons des jeunes, même par rapport à là, on ne peut pas se permettre de dire, ouais, tu sais, on ne peut pas. Non, alors que quelque part, comme vous dites, on va faire une base qui ne sert à rien du tout. Et c'est vrai aussi, arrêter aussi de faire, aussi que chacun aussi prenne, en termes, ça s'appelle la responsabilité, arrêter de dire effectivement, je veux. Je pense qu'il faut maintenant bien se dire les choses en Guadeloupe, qu'on ne pourra plus faire les choses comme avant. Il faut se dire qu'on peut faire les choses de manière ensemble, puisqu'il y a ce qu'on appelle les collectivités de communes, enfin en ensemble, se mettre ensemble pour faire quelque chose pour le territoire, pour le pays, pour le territoire. Et arrêter effectivement, je dirais, les orientations plus personnelles et qui ne servent pas à l'ensemble de la communauté. Merci messieurs, il est un peu plus de minuit ici à Saint-Malo, donc 19h passé de quelques minutes du côté de la Guadeloupe, donc le départ de la route du Rhum c'est dimanche. Est-ce que Kenny Piperol peut se livrer pour moi au jeu des pronostics? Qui va remporter la route du Rhum cette année chez les Ultimes? Alors chez les Ultimes, moi je mise sur Gitana comme j'ai dit. Après faut faire attention aussi à François Gabard qui sur Massif a
tout gagné jusqu'à maintenant et je pense qu'après un tour du monde connaît très très bien sa machine. Donc voilà, je pense que ces deux-là, ça va matcher entre Massif ou Gitana. Et après, je pense que pour les autres, par exemple Banque Populaire, je pense qu'il a un peu moins navigué sur son bateau, donc je pense qu'il lui jouera peut-être plus la sécurité et amener le bateau de l'autre côté. Voilà. Jean? Je voudrais un peu comme Kenny, je vais pas trop jouer sur Massif. Pourquoi Massif? Parce que Massif, après son record au Tour du Monde, juste après, il constate que son bateau ne vole pas. Il faut voler maintenant. Il rentre en chantier, le bateau est transformé à 100%, maintenant il vole. Mais est-ce qu'il a bien appris à piloter? Parce que maintenant, il est plus skipper, il est un pilote maintenant. Après, on a Banque Populaire, il revient d'un chavirage. Le skipper, je pense qu'il a perdu confiance du bateau. 6 mois après, il chavire, il faut qu'il rentre en chantier, il faut refaire un mât. Il a navigué très peu, je ne vais pas trop miser dessus. Parce que je dis, les conditions, avant de se remettre en confiance, il faut y aller. Parce que là, je pense que, là, il faut le dire, les skippers, là, je pense que, d'après les statistiques, celui qui dort plus de 10 heures en 6 jours, il ne sera pas le premier pour taper. C'est-à-dire qu'ils vont dormir moins. Il faut être en confiance. Il y a tout un travail à faire. Pas trop Banque Populaire, mais Baron de Rothschild, ça fait un bout de temps qu'il est là. Il ne dit rien. Il avance. On voit les pronostics. Ses vitesses sont réguliers et toujours en bonne pointe. Bonnes conditions, je dirais Baron de Rothschild. Harry? Allez. Non, moi j'écoute les spécialistes, les experts. Je ne veux pas me mettre dans un sport que je ne maîtrise pas d'une manière pointue. Et les experts, quand même, ont dit des choses relativement. Je me fie à eux. Je sais que technologiquement, ce sont des bateaux qui sont de plus en plus fins, des technologies de plus en plus de pointe. Et on verra. Je crois que moi, je ferai vraiment mon bilan après, en observateur, toujours attentif de ce qui se fait. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette course sera folle dans les vitesses, et donc on verra. Mais tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le maximum arrive et que aussi la fête soit totale en Guadeloupe, que le maximum de skippers arrive, que tous nos Guadeloupéens aussi arrivent à bon port, et aussi sur lesquels on va mettre tout le nécessaire pour les accueillir dans de meilleures conditions. Merci messieurs, merci à Kenny Piperol, merci à Harry Méfond et merci à Jean Forbin. Alors moi je vais me jeter également à l'eau, je vois bien une victoire de Sébastien Josse ou encore Thomas Coville. Moi j'aime bien Thomas Coville également, je le vois bien. Pourquoi pas remporter. Il est pugnace, c'est un garçon pugnace, il y tient à sa route du Rhum, pourquoi pas cette édition 2018. Alors pour Daniel Marival, un petit message, on a également nous dormi moins de 10 heures depuis que nous sommes à Saint-Malo. Donc monsieur Marival, préparez ce qu'il y a à préparer lorsque nous allons revenir en Guadeloupe. Bonne soirée à tous sur RCI, on se retrouve demain entre midi et 13h pour ICO, magazine entièrement consacré à la route du Rhum. Merci. Merci.